حياكم الله أعزائي الطلبة، مرحبا بكم مجددا. Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, nous sommes arrivés au dernier chapitre de ce module de physique de surface et transformation de phase. Il s'agit de la dégradation des matériaux métalliques, c'est-à-dire la corrosion. Alors on va voir dans ce chapitre c'est quoi la corrosion, le phénomène de la corrosion, c'est la dégradation des matériaux en général, et on va voir les facteurs de l'environnement de la corrosion et formes courantes de la corrosion, et aussi on va voir les types de corrosion. Il y a plusieurs types de corrosion, et puis on va voir la passivation, comment former une couche de passivation sur un matériau, et puis on va voir les méthodes de contrôle et de prévention de la corrosion, comment protéger le matériau de corroder. Alors on va voir les traitements, comment utiliser les traitements thermiques et les traitements thermochimiques qu'on a déjà étudiés auparavant. Alors, on va voir aussi les inhibiteurs, d'utiliser des inhibiteurs et des pièces de zinc, par exemple, de sacrifice pour protéger le matériau et plusieurs méthodes. Alors, j'ai ajouté aussi la cinétique de la corrosion et la courbe de polarisation et la courbe de Tafel pour déterminer le rang et la courbe de corrosion, la vitesse de corrosion ou bien le taux de corrosion. Donc, on le calculer dans des environnements différents. Et alors, cette partie, je l'ai ajoutée. Il n'existe pas dans le programme, mais c'est une partie très importante que je l'ai ajoutée à la troisième partie. Alors, le résumé de ce cours se divise en trois parties et je vais vous envoyer à votre boîte email, donc par email après cette session de résumé, et plus tard on va le publier peut-être dans la chaîne de YouTube. Alors, comme référence de base pour la dégradation des matériaux, pour ce chapitre, nous avons le livre essentiel intitulé Corrosion and Surface Chemistry of Metal. Alors, il est traduit en français par l'éditeur Dieter Landolt. Donc, c'est un livre très, très important. Et voici deux autres livres. Comme vous voyez ici, c'est la corrosion, le phénomène de la corrosion. Alors, la dégradation des matériaux, c'est tous les types de la corrosion. C'est la corrosion en général et tous les modes de la corrosion. C'est-à-dire une réaction chimique. C'est quoi la corrosion d'abord? La corrosion, c'est un phénomène de réaction chimique ou bien électrochimique et aussi peut-être mécanique avec une réaction chimique, telle que l'usure par exemple avec la réaction chimique, on influence d'un environnement agressif ici. Donc dans un environnement agressif. Donc c'est ça la définition de phénomène de la corrosion. Donc comme vous voyez ici, un métal en contact avec un environnement, il y a une interaction. Il y a plusieurs définitions de la corrosion. Donc je garde cette définition et le phénomène de diffusion désigne l'altération d'un matériau par réaction chimique, comme j'ai dit tout à l'heure, avec un oxydant. Alors, la corrosion peut se combiner avec les effets mécaniques et donner de la corrosion sous contrainte et de la fatigue corrosion. Il n'y a pas seulement la fatigue, mais la fatigue avec la corrosion de même. Alors, la corrosion intervient dans certaines formes d'usure des surfaces, par exemple. Donc ça, c'est pour la corrosion. Et voyez par exemple le terrestre comme il est corrodé. Par exemple, ici, le tube dans le mer. Ici, des types de corrosion, comme je vais l'expliquer par la suite. Alors, c'est ça. La corrosion désigne l'interaction d'un matériau par réaction chimique avec un oxydant. Alors, par exemple, le dioxyde et le cation, le H+, en majorité. Donc,
il faut ici en exclure les effets purement mécaniques. Donc, on parle pas de ça. C'est pas les purement mécaniques effets. Donc, cela ne concerne pas, par exemple, la rupture chez l'effet de choc, un choc mécanique seulement. Donc, ça, c'est pas de la corrosion, mais on parle, la corrosion peut se combiner avec les effets mécaniques et donner la corrosion sous une contrainte. Donc, de la fatigue de corrosion. Et voilà, la corrosion intervient dans certaines formes d'usure des surfaces, dont les causes sont à la fois physiques ou chimiques, donc physique et chimie, physico-chimie et aussi mécanique, et parfois dans certaines applications biologiques. Alors, la corrosion ici, c'est quoi? C'est la dégradation fonctionnelle du matériau, à cause de quoi? À l'interaction avec, j'ai dit, son environnement, donc engendrant un transfert des électrons. Alors, par la suite, on va parler des électrolytes. Donc, est une solution qui permet le transfert de charge. Alors ça, on va parler de transfert des électrons. Alors c'est ça, il y a d'autres définitions de la corrosion, tel qu'on peut le considérer comme un ennemi industriel redoutable. Donc c'est ça, c'est l'ennemi de l'industrie, la corrosion. Donc c'est un phénomène naturel, complexe. Alors, la corrosion a toujours été un problème industriel majeur. Je voudrais mentionner une chose économique et industrielle, c'est que la corrosion a toujours été un problème réel, industriel, même dans les pays développés et modernes. Aux États-Unis, il y a des dégâts, il y a des pertes à cause de la corrosion. Au Japon, en Europe en général aussi, la Chine, tout ça, il y a des dégâts et des pertes. Donc, malgré les avancées scientifiques et technologiques, les progrès technologiques, le développement accumulé au cours de ces dernières années, la corrosion cause toujours un sérieux problème et un grand nombre de dommages de touche nombreux domaines. Alors ça c'est le phénomène de corrosion qui a pris de nos jours une importance considérable, une importance remarquable, une importance on peut dire primordiale. Alors étant donné l'utilisation de plus en plus grande des métaux et des alliages dans la vie moderne. Alors, ce mal industriel peut revêtir des formes variées ayant une simple corrosion uniforme. Alors, par la suite, on va voir les types de corrosion à des aspects plus complexes, rencontrer les environnements, le milieu de la réaction. C'est-à-dire, alors industriel ici, dont on peut dire qu'il est le milieu ou bien l'environnement sévère. Alors, selon les secteurs concernés, les remèdes variant, le choix étant toujours le résultat d'un compromis tout à la fois technique, économique et souvent maintenant écologique en quelque sorte. Oui, écologique, ça veut dire qu'elle est convenable avec la nature. Alors ça c'est pour la corrosion. À titre d'exemple, nous avons l'oxydation des métaux à l'air ou dans l'eau, comme vous voyez ici. La rue, on va parler de la rue du fer, la réaction entre l'oxygène et le fer, et formation de verre de gris sur le cuivre et ses alliages bronze laiton. Et cependant ici, la corrosion s'effectue dans des environnements variables. Alors, milieu aqueux, atmosphère, haute température, les sels, l'eau de mer, tout ça, donc, de l'environnement. Je voudrais ajouter une chose pour l'aspect économique. C'est que d'un point économique, la corrosion a une importance primordiale, remarquable et considérable en quelque sorte. Alors, pourquoi
puisque son coût présente selon l'OMC. L'OMC, c'est l'Organisation mondiale de la corrosion qui estime de 4% de PIB. PIB, c'est le produit intérieur brut, donc des pays industrialisés, donc dans les pays industriels qui a l'industrie. Donc il y a plusieurs dégâts et des pertes. Alors le produit intérieur brut, le PIB, est un indicateur économique. Alors, on estime par exemple chaque année un quart de la production des aciers est détruit. Imaginez un quart des aciers est détruit à cause de quoi? À cause de la corrosion. Ce qui correspond environ, selon les statistiques, de 150 millions de tonnes par an. Imaginez, alors on peut le considérer comme 5 tonnes par seconde. Imaginez 5 tonnes par seconde. Ces pertes peut être supérieures qu'il n'y avait pas la protection contre la corrosion. Hein. Nous avons déjà les méthodes de protection contre la corrosion et il y a une perte de 5 tonnes par seconde. Alors, vous imaginez s'il n'y a pas de protection. Alors, il y a ça de l'aspect économique, si vous voulez. Alors, je voudrais juste ajouter une chose, les pertes en dollars qu'il existe. Vous pouvez consulter sur Internet les chiffres et les dégâts, je ne me souviens pas. Alors, avant de parler du fer et de l'oxygène, c'est-à-dire de l'acier, la rue, l'air ou bien de l'eau, alors je voudrais juste mentionner une chose, c'est que cette étude de phénomènes de corrosion, appliquer des phénomènes de la corrosion, c'est un domaine de la science des matériaux. Donc, on est dans la science des matériaux qui comporte à la fois des notions de la chimie et de la physique, c'est-à-dire physico-chimie, et aussi mécanique et parfois aussi biologique. Alors, c'est ça, la corrosion, comme j'ai dit, c'est un problème industriel primordial, important. Et le coût à la corrosion qui recouvre l'ensemble des moyens de lutte contre la corrosion. Il y a des budgets si vous voulez, contre la corrosion et pour la lutte de la corrosion. Le remplacement des pièces ou ouvrages corrodés et les conséquences directes et indirectes des accidents dus à la corrosion. Donc, on ne peut pas estimer en dollars ou bien en dinars les dégâts et les pertes de la corrosion indirectement. Donc, on considère seulement d'une façon directe. Il y a d'autres dégâts après ou bien indirects. Alors, j'ai dit qu'il y a une estimation de 3 à 4% de produits bruts mondial. Donc, chaque seconde, il y a des dégâts. Ce sont quelques 5 tonnes d'acier qui sont ainsi transformés en oxyde de fer. Alors, nous nous basons sur le fer. Alors, la dégradation, voyez bien la dégradation des matériaux. Dans ce chapitre, nous basons sur la dégradation des matériaux métalliques, seulement métalliques. Cependant, la dégradation et la corrosion des matériaux s'effectuent sur corroder des céramiques, des matières plastiques, tous les matériaux, presque tous les matériaux, mais nous nous basons sur les métalliques, notamment le fer. Alors c'est ça, les exemples les plus connus sont l'oxydation des métaux à l'air ou bien dans l'eau, comme j'ai dit tout à l'heure, la rouille du fer et de l'acier, la rouille, donc la rouille du fer et de l'acier, la formation de verre de gris sur le cuivre, rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, et ces alliages de bronze, donc cependant la corrosion, comme j'ai dit, touche plus largement toutes sortes de matériaux, métaux, céramiques, polymères, les matières plastiques, dans des environnements variables, milieu aqueux, atmosphère, haute température,
tout dépend les sels, les acides, etc. Donc ça, c'est l'étude fondamentale des phénomènes de corrosion des métaux. Nous nous basons sur les métaux, relève essentiellement de l'électrochimie. Alors maintenant, devient la corrosion. Alors la corrosion devient de quoi? À cause de quoi? Alors pourquoi un métal se corrode? À cause de quoi? C'est quoi l'origine de ce phénomène de corrosion? Alors ici on revient à la nature de matériaux. Alors par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, le zinc et le cuivre se transforment sa couleur en verte. Une couleur verte de zinc et de cuivre. Et aussi pour l'aluminium, comme j'ai dit, le zinc et l'aluminium vont blanchir. Bon, ici, c'est le cuivre qui est en couleur verte. Et le zinc et l'aluminium vont blanchir, ça prendre une couleur blanche. Alors, je dis que la cause de la corrosion, à cause d'abord de sa nature. On revient à la nature de matériaux. Donc la corrosion se trouve, donc le matériau lui-même se trouve à l'état naturel avant la métallurgie, donc se forment des oxydes. Par exemple le fer, nous avons l'oxyde de fer, Fe2O3, Fe2O3 et Fe3O4 se trouvent de ce deux types d'oxyde de fer. Ici, la même chose pour l'oxyde de cuivre, se trouve CuO, et l'aluminium Al2O3 et le zinc ZnO. Donc, ça revient à la nature de matériaux. En particulier, l'action simultanée, cette réaction chimique, qui est du dioxyde de l'air et dans l'eau aussi. Donc l'oxyde, nous avons l'oxygène ici. Donc dioxygène, alors ici favorise la corrosion et il y a un phénomène de la rue. En arabe, c'est sada. Donc en anglais rust. R-U-S-T, donc la rue, sada. Alors, la rue, c'est une des types de corrosion, ou bien, pardon, des modes de corrosion le plus courantes est la transformation de fer en grue. Donc, elle peut atteindre toute la surface de matériaux ici. Donc, ça peut atteindre toute la surface et peut être localisée sous forme de piqûres ici. Donc, c'est des piqûres. On va voir par la suite les types de corrosion. Nous avons type de piqûres uniformes, intergranulaires, etc. Alors, à plus petite échelle, la corrosion intergranulaire, par microscope on peut l'observer, se progresse entre les grains du métal. Donc ça c'est pour la rue, comme j'ai dit. Alors c'est le plus courante de former par le fer. Donc ça c'est la rue. Exemple le plus familier de corrosion, c'est rest. En arabe, قلت الصدأ. Alors, on va continuer par un exemple. Par exemple, on va voir dans le TP, travaux pratiques, on va immerser un clou de fer, un clou de fer, et on va remarquer la formation de la corrosion zone de couleur bleue et autres de couleur rose. Donc, il y a une réaction chimique. On va voir la réaction chimique Fe en solide se transforme Fe plus 2 électrons. On va voir tout ça dans le TP, le travaux pratiques plus tard. Donc, la réaction chimique, alors ici, donc, se renforce par humidité. L'oxygène se combine avec le fer. Ici, l'oxygène se combine avec le fer, ou bien des atomes de fer, bien sûr, ce qui provoque la rue. Assad.
Alors, ce n'est pas le même cas. Je voudrais juste mentionner une chose. Par exemple, pour l'aluminium, c'est autre chose. C'est complètement différent. À l'air libre, se combine avec l'aluminium, oxyde d'aluminium. Mais ici, il y a se forme une couche une couche protectrice, en quelque sorte, une couche de protection, un film qui s'appelle la passivation. On va voir par la suite aussi la passivation. Donc ici, on reste toujours avec le fer, c'est pas l'aluminium. Donc si nous sommes en milieu basique, environnement milieu basique, il y a addition à chaud. Donc indicateur coloré rose, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors les ions H+, comme vous voyez ici, donc nous avons les ions H+, qui montrent milieu acide, H+, plus HO-, ça nous donne une réaction de H2O, donc l'eau. De l'eau liquide, bien sûr, molécule de l'eau. Alors, normalement, cette réaction ou bien cette équation, vous avez déjà vu en deuxième année en chimie. Alors, en plus, deuxième réaction, c'est l'oxygène. Nous avons ici, j'ai oublié l'oxygène ici. Donc, le O2, dioxyde, plus 2H+, plus 2HO-. Pourquoi on ajoute 2HO-? Pour éliminer avec la première équation. Et plus 4 électrons, donc ça nous donne 2HO- plus 2HO-, c'est-à-dire 4HO-. Et la réaction que vous sachez normalement tout le monde, Fe solide, donc ça nous donne, ou bien se transforme, Fe plus 2 électrons. Alors c'est libéré 2 électrons. Alors des ions ici, des ions de fer, Fe plus 2, ici les atomes de fer, ils vont libérer de quoi? 2 électrons. Nous avons dioxygène qui se dans l'environnement, dans le milieu, qu'il va se rapprocher du fer, ou bien dans l'expérience des clous de fer. Et il va récupérer les électrons et se transformer, alors bon, ici l'oxygène, se transformer en HO-. Donc, ça justifie la zone rose. Alors, le Fe se transforme sous forme d'ici en Fe plus 2. Donc, l'oxyde, ici, donc nous avons une perte des électrons, ce qui s'appelle l'oxydation. Vous avez déjà étudié en deuxième année. Et en plus, l'oxygène va gagner des électrons, en quelque sorte. On dit perte et gagner des électrons. Donc ça, c'est la réaction de quoi? De la réduction. Alors, avant d'entamer la cellule électrochimique, je voudrais mentionner une chose que je n'ai pas fait, c'est qu'il y a, on distingue deux types ou bien deux modes, deux grands types ou bien modes de corrosion, la corrosion sèche et la corrosion humide. Alors, corrosion sèche est dans le milieu qui attaque et un gaz de la corrosion en solution, c'est-à-dire en milieu qui attaque dans une solution. Donc, il existe deux types de corrosion, celle de humide à haute température, bien sèche, la corrosion à haute température aussi. C'est quand un métal est exposé sous l'effet d'un gaz oxydant. Ce qui soit à base d'oxygène, donc une température qu'en métal, donc qu'on vient d'allonger. Donc le gaz peut être à base de n'importe quel donc élément qui peut oxyder. Donc dans un matériau où il y a la corrosion peut se manifester en l'absence de l'électrolyte. On va parler de l'électrolyte par la suite, donc liquide. Donc on parle d'une corrosion sèche. Alors elle peut se manifester, mais cette corrosion en général donc sèche est très lente et elle a besoin d'un facteur de plus qui va permettre donc d'accélérer la réaction chimique. On va voir par la suite dans la partie la cinétique où il y a
le taux de la corrosion. Donc, ce facteur de plus qui va permettre donc d'accélérer la réaction de la corrosion. Donc, c'est un facteur qui effectivement, mais la condition qui manque, c'est qu'il y a la présence de haute température. Donc, dans ce cas-là, on parle de la corrosion sèche, ou bien en anglais, s'appelle dry corrosion. Donc, pour bien de leur dire, c'est au contraire de la corrosion humide, un métal est le siège d'une corrosion dans les sols, soit dans les atmosphères, soit par une solution, mais il contient toujours dans l'humidité. Donc, une solution qui soit aqueuse, atmosphère, qui soit donc humide, donc qui ne soit pas sèche. La différence entre les deux types ou bien les deux modes sèche et humide, c'est que la présence d'un électrolyte. La présence d'un électrolyte est à cause de l'humidité pour la corrosion humide. Et pour la corrosion sèche, on n'a pas besoin de présence de l'électrolyte. Donc, l'environnement ou bien l'environnement, donc lequel ici se trouve des matériaux sera dans un gaz qui sera oxydant pour la corrosion sèche. Alors, la condition est la présence d'une température qui soit élevée dans le cas de la corrosion sèche. Voilà donc la différence entre la corrosion sèche et humide. Alors, lors d'une corrosion sèche, un fil est constitué de produits, il vient peut-être des sulfures, vient de carbonate ou bien des allongissures. Donc, il se développe à la surface de ce métal, de matériau. Alors, ici, on peut dire, si on veut passer la présence de l'oxygène ou bien de sulfure, comme j'ai dit, ou bien on va dire gaz, ou bien dioxyde de carbone, etc. Donc, la corrosion, donc, apparition d'une couche de la surface de métal, cette couche sera un oxyde ou bien un sulfure, comme j'ai dit, ou bien carbonate, ou bien un gaz nitrate au-dessus de la surface, par exemple. Alors, c'est au détermine de métal, consommation de métal pour formation de cette couche. Donc, l'épaisseur de métal diminue. L'épaisseur de ce métal va diminuer et ça veut dire que c'est au détermine, ça veut dire qu'il y a une perte au niveau du métal pour former bien sûr la couche qui produit de la corrosion. Alors, je passe maintenant directement à la cellule électrochimique. Alors, c'est très important d'expliquer la cellule. Voici le schéma d'une cellule, ou bien s'appelle aussi pile de corrosion. Alors, lorsque deux parties, ici, comme vous voyez, nous avons deux parties d'une surface métallique possédant un potentiel électrochimique différent. Alors, elles peuvent se former une cellule électrochimique ou on l'appelle aussi pile de corrosion. La différence de potentiel résulte une hétérogénéité de matériaux, c'est-à-dire différentes phases, joints de grains, inclusion, des ségrégations. Donc, ségrégation, nous avons déjà étudié en Master 1, au module les défauts cristallins. Donc, il y a aussi au bien de l'environnement. L'environnement, ça se peut, on parle de l'aération, le pH de milieu, convection, la température, etc. Donc, en général, on peut définir une cellule électrochimique comme étant un système, c'est-à-dire comprenant deux électrodes, alors appelés une anode et une cathode. Voici l'anode et la cathode. Une anode et une cathode, donc deux électrodes. Alors, prolongé dans un électrolyte, ici, donc c'est une solution, donc pour le passage, ou bien c'est un conducteur pour le passage des électrons, donc électrolyte. Et pour prendre un modèle simple, on considère une cellule électrochimique
de deux électrodes. Alors, dans le cas général, on va parler de A et B. Alors, j'ai pris cet exemple. Il est très fameux, ces exemples. Vous le trouvez souvent dans la littérature. C'est le cuivre et le zinc. C'est U plus 2, Zn plus 2. Donc, je parle d'un cas général de A et B. Donc, les surfaces sont également selon cette figure ou bien ce schéma. Alors, en l'absence de contact de contact électrique, s'il n'y a pas d'électrolyte ici, alors on parle lorsque deux métaux sont isolés électriquement l'un de l'autre, il n'y a pas de contact, ils prennent, les deux électrodes prennent les potentiels de corrosion par rapport à la solution E, E ou bien en anglais I corrosion, et E de A, E de B. Donc, on suppose que E de B ici, donc, soit plus négatif que E de A. Voici, vous voyez bien le E, donc série galvanique, donc cathode plus Nobel, et ici plus anodique. Donc ici, comme vous voyez, on a considéré que, ou bien on a exactement le E zinc qui est inférieur à E de cuivre. Donc ici, vous trouvez le cuivre plus 0,52 volts et le zinc de moins 0,76 volts. Alors, pour qu'il y ait de la corrosion, il faut qu'il y ait un courant qui circuit dans le circuit extérieur de la cathode vers l'anode, de cathode vers l'anode. Alors, dans notre cas, je parle de cas général B et A, c'est-à-dire au lieu de dire zinc et cuivre. Donc, notre cas B constitué qu'il y a un courant, si on considère, donc constitué que B c'est l'anode de la pile, car B possède une charge négative. Alors, gardez cette information dans vos têtes, qu'il y a une charge négative plus élevée que celle de A. Et A constituait la partie cathode, la pile. Donc, dès qu'un contact est établi entre les deux électrodes, un courant I, il y a un courant I, appelé courant externe, passe lui de pôle positif A au pôle négatif B. Donc de positif vers négatif. Et les électrons circulent dans le sens opposé, donc de négatif vers positif. Alors, c'est-à-dire ils vont emprunter le circuit extérieur de B vers A. Alors, c'est ça. Donc, le potentiel de A va devenir plus négatif, tandis que le potentiel B deviendra moins négatif. Il est en résultat de la cation. On parle de cation de A, ne pourront plus passer en solution, c'est bien que A qui constituait la cathode de la pile sera protégé cathodiquement. Donc, de même que le courant anodique proportionnel à la vitesse de corrosion augmente sur l'électrode B, simultanément, donc il diminue sur l'électrode A. Alors, en revanche, le courant cathodique diminuait sur l'électrode B et augmentait sur l'électrode. Alors, je parle d'un cas général. Dans les piles, la corrosion, le courant anodique de l'électrode A s'avère souvent négligeable, tout comme le courant cathodique de l'électrode B. Et les surfaces anodiques et cathodiques ne sont pas toujours égales dans le cas général. Alors, si les courants partiels anodiques et cathodiques sont toujours équivalents en intensité, la densité diffère en fonction du rapport de surface concernant les électrodes et les électrolytes.
Je voudrais mentionner une chose importante, c'est que il faut pas la confusion, faire la confusion apparaît souvent dans l'utilisation des termes anode et cathode. Alors cette erreur, souvent les étudiants tombent dans cette erreur. Il faut pas confondre entre l'anode et le cathode. Alors, l'anode, comme étant l'électrode dans laquelle l'oxydation a eu lieu d'appartient des cations. Donc, anode, oxydation, cation. Gardez ce mot dans vos têtes. Alors, dans la solution encore à partir de laquelle sont libérés les électrons, alors elle se change donc négativement et on lui attribue le signe négatif, c'est moins. Donc ça c'est le métal, c'est comme le fer, comme on a vu auparavant. Pardon, ça marche pas. Alors, pardon. Donc c'est comme le fer Fe se transforme en Fe plus 2 électrons. Donc c'est ça, en général, le métal M se transforme en M plus N électrons, c'est-à-dire dans le cas général, comme le fer, comme le nickel, comme le chrome, etc. Par contre, la cathode, gardez dans vos têtes, cathode anion, d'accord, arrivent les électrons. Alors, cathode, c'est l'électrode d'où partent les anions. Ou encore la partie où arrivent les électrons libres par l'anode. Par l'anode, ça vient les électrons de l'anode. Alors, on lui attribue le signe positif. Anode positive. Alors, généralement aussi, la cathode ne s'oxyde pas. Alors, ne se corrode pas. Alors, différents types de réactions chimiques cathodiques peuvent exister dans la corrosion métallique, donc telles que l'hydrogène, donc H plus électron, ça nous donne H point. D'accord? Donc sinon, le H moins 2 plus 2 électrons, ça nous donne H2, l'hydrogène en gaz, sous forme de gaz. Et l'électrolyte, que j'ai déjà parlé de ça, donc c'est le nom donné à une solution dans laquelle sont prolongés l'anode et la cathode. Alors l'électrolyte est un conducteur électrique, d'électricité, et aussi on parle maintenant de transfert des électrons. Alors les éléments métalliques a une tendance de perdre ces électrons. Donc, perte des électrons de valence pour revenir à son état naturel, donc oxyde, où il diminue son énergie libre, l'énergie de gaz, l'énergie libre, delta G, et la réaction de corrosion se produit quand ces électrons sont consommés par un accepteur. Donc le processus de transfert des électrons est l'essence de la réaction de corrosion. Donc c'est ça, il diminue son énergie libre delta G. Et le potentiel des électrons E, donc le potentiel d'électrode E, ou bien I en anglais, est une mesure de la tendance thermodynamique de métal à subir une réaction de corrosion sans certaines conditions. Et le potentiel d'électrons, alors, dépend de plusieurs facteurs, tels que la pureté de métal, cuivre ou bien zinc ou bien fer, donc ça dépend de la pureté de métal, est-ce qu'il est pur ou non, et la concentration des ions de métal dans l'électrode ici, donc la concentration aussi, et en plus l'existence d'autres ions dans l'électrolyte qu'il existe, donc il n'est pas pur, et aussi l'influence de la température, le flux de courant, etc. Donc la différence de potentiel d'un système, donc potentiel E, alors formé par un métal et une solution de ces ions qui s'appelle électrode.
En anglais, on dit half cell. Donc, ça, c'est mesuré, on l'a combiné avec une autre électrode. Donc, électrode de référence pour obtenir ainsi pour la batterie, par exemple. Donc, je ne veux pas trop parler, expliquer de ça. Alors, rappelez-vous, on a déjà parlé de l'ARI recette, donc c'est le nom spécifique donné à la corrosion du fer. C'est une réaction chimique, comme j'ai dit tout à l'heure, entre le fer et l'oxygène ou bien l'eau. Et voilà la rue. Donc voilà. Et en grosso modo pour les alliages, se corrodent des éléments moins nobles. Donc la formation du des pores, la porosité. Donc le messémien et des piqûres ici. Et ça devient une dégradation de l'alliage, vous voyez bien, avant la corrosion et après la corrosion. Alors maintenant, je passe au type de corrosion. Il y a plusieurs types de corrosion, il y a plusieurs classifications. Peut-être vous trouvez dans les références et dans la littérature qu'il y a une différence entre les types de corrosion. Ça dépend la référence ou bien l'école. Donc, en grosso modo, nous avons le type le plus fréquent et le plus fameux, c'est la corrosion uniforme. Donc, pour les types de corrosion, on peut dire que le comportement de la corrosion d'un matériau en série dépend d'une multitude de facteurs. C'est-à-dire, par exemple, la composition chimique, la microstructure de matériaux, la pureté de ce matériau, la composition chimique de l'environnement aussi. Il y a des paramètres physiques tels que la température, les radiations, le convection. Il y a d'autres paramètres tels que le pH, oui, aussi sollicitation mécanique, par exemple sous une contrainte, sous un choc, le frottement et aussi bien sûr la réaction chimique. Alors la résistance à la corrosion n'est donc pas une propriété intrinsèque du matériau, mais plutôt une propriété de l'interface métal et milieu. Donc intrinsèque, ça veut dire propriété intrinsèque de ce matériau. يعني يتعلق بالمادة فقط. Alors, mais la plupart une propriété de l'interface métal, milieu pardon, ou bien l'environnement, d'où la nécessité de caractériser la composition chimique, la microstructure, etc. Donc, on va étudier le comportement électrochimique de ce matériau dans un milieu. Alors, la corrosion dépend donc d'un système, celui-ci que complexe, on peut dire. Donc, les effets de se manifestent en pratique sur une multitude d'aspects, parfois inattendus. Alors, la corrosion peut être classifiée suivant les formes et les types. Alors, une simple observation visuel par l'œil, alors au macroscopique ou bien microscopique, et sont peu aptés à identifier la forme et le type de la corrosion selon les formes. Alors on distingue, comme j'ai dit, la corrosion uniforme. Comme vous voyez ici, il y a une corrosion, se corroder, se partit au niveau de la surface. Alors ce type de corrosion qui est le plus connu et également le plus facile à répéter et prévoir. Il est peu courant, mais pas impossible que la corrosion généralisée, par exemple, généralisée entraîne des défaillances catastrophiques. Alors pour cette raison, la corrosion généralisée est souvent davantage perçue comme une pollution visuelle que comme un problème grave. Alors uniforme ou bien généralisée. Donc la corrosion généralisée attaque la surface métallique de la surface, donc d'une manière relative uniforme. C'est l'aspect de corrosion le plus rencontré, comme j'ai dit.
dans l'industrie, par exemple, où c'est l'aspect aussi le moins dangereux. Donc, car ce matériau est attaqué sur toute la surface. Ce n'est pas comme piqûre, donc toute la surface. Et l'attaque de la surface sera très importante si cette dernière est rugueuse. Alors, à l'échelle macroscopique, on ne distingue pas les lieux cathodiques des lieux anodiques. La surface entière du métal est simultanément cathode et anode. La corrosion non uniforme, c'est ce qui n'est pas uniforme, et celle qui n'est pas répartie sur toute la surface. Alors la surface, plutôt la corrosion uniforme peut être évitée par l'utilisation d'un revêtement. Donc pour protéger ou bien contre pour la lutte de ce type de corrosion uniforme, on peut utiliser des revêtements, des traitements thermiques et thermochimiques et pour aussi l'addition d'un inhibiteur peut-être et encore par l'application de la protection cathodique, comme on va voir par la suite, on utilise des plaques de zinc, par exemple dans les bateaux, au lieu de se corroder avec le fer, ça va corroder avec le zinc, avec une plaque de zinc qui s'appelle sacrifice. Alors ça, c'est pour le type de corrosion uniforme. Malheureusement, c'est le temps pour arrêter. On va parler de la corrosion par piqûre, galvanique, érosion, intergranulaire, etc. Alors, je vais arrêter ici à cause du temps et je vous rappelle quelques références que je l'utilise pour ce module et pour ce résumé de ce cours, alors sciences des matériaux, etc. Donc il y a plusieurs livres, notamment ce livre que je l'insiste à consulter en anglais, c'est William Calistel, Material Science and Engineering. Donc vous pouvez le consulter et d'autres livres ici par exemple. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez me contacter par email. Je pense que je vais lancer ce résumé de cours au futur prochain, Inch'Allah, sur la chaîne YouTube. Vous pouvez me contacter par les réseaux sociaux ou bien par email notamment. Et au revoir, à la prochaine fois et merci.